Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de cette édition. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce samedi. Il revient d'Abuja au Nigeria où il a pris part au 55e sommet de la CEDEAO. Le président ivoirien et ses pairs ont planché entre autres sur la question de la monnaie unique de la CEDEAO. Ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts collectifs pour garantir la paix et la sécurité dans la sous-région. C'était une promesse faite en juillet dernier par le gouvernement. Elle se concrétise. Le pont métallique de Bassewa dans la sous-préfecture de Guibérois est en construction. L'ouvrage est dans sa phase de finition. Par ailleurs, près de 800 km de voies sont en cours de réhabilitation dans la région. Le programme social du gouvernement porte ses fruits dans les différentes régions. Le volet électricité du PS-Gouv est en marche. Nous irons dans les régions du Kabadougou et de San Pedro où des villages ont été électrifiés. Ce projet de connexion au réseau national électrique vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Le secteur du commerce se modernise. Les commerçants auront désormais le carte professionnelle. Le processus d'acquisition a été lancé dans la commune de Yopougon. Cette carte offre aux commerçants des avantages tels que la facilitation de l'accès au crédit. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est l'une des plus grandes ambassadrices du langage Nouchi. L'UNICEF vient de la nommer ambassadrice pour la cause des enfants. Nash, appelée affectueusement la Go Krakra du Gassa, a joint ainsi sa voix à l'organisation onusienne pour défendre les droits des enfants démunis et vulnérables de Côte d'Ivoire. La rappeuse ivoirienne entend écumer les rues, les ghettos avec sa voix et son talent pour venir en aide aux enfants. Là, à la rencontre donc des enfants de la rue, on en parle avec Nash, notre invité de la page culture de ce samedi. Bonsoir Nash. Bonsoir la maman. Ou encore la Go Krakra du Gassa. Oui, toujours. Alors, vous venez d'être nommée ambassadrice de l'UNICEF pour la cause des enfants. Comment mesurez-vous cette responsabilité en tant qu'artiste? Il faut dire qu'à la base, c'est une cause que déjà que je traite. Je m'occupe des enfants de la rue. J'essaie d'apporter du sourire aussi à ces enfants, de l'espoir, voilà, de les soutenir. Donc déjà, en tant qu'artiste, je le fais à travers mes chansons, à travers aussi voilà, le volet social. Donc UNICEF a voulu aussi que m'accompagne dans cette tâche-là. Et voilà un peu. D'accord. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Nash. Mais vous restez pour le moment avec nous. Le président Alassane Ouattara, je l'annonçais dans les titres, a regagné Abidjan ce samedi. Il revient d'Abuja au Nigeria où il a pris part au 55e sommet de la CEDEAO. Le président ivoirien et ses pairs, je rappelle, ont planché sur la situation sociopolitique, économique et sécuritaire dans la sous-région et particulièrement la question de la monnaie unique de la CEDEAO dont l'entrée en vigueur est envisagée pour 2020. On retourne à Abuja au Nigeria où le 55e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est ouvert ce samedi. Le président Alassane Ouattara et ses pairs ont été invités à l'issue de la réunion à poursuivre leurs efforts collectifs pour garantir la paix et la sécurité dans la sous-région. Viviane Aïmen depuis Abuja au Nigeria. La CEDEAO est vieille cette année 2019 de 44 ans. Sous le leadership de chefs d'État visionnaires et pragmatiques, l'organisation régionale est désormais une organisation crédible. Le temps des projets sans lendemain est désormais derrière. La CEDEAO tournée vers le progrès se fixe des objectifs et travaille à les réaliser, comme on l'observe sommet après sommet. Ce 55e sommet des chefs d'État a salué la consolidation de la démocratie dans la région ouest-africaine grâce à la tenue d'élections présidentielles démocratiques et transparentes au Nigeria et au Sénégal et la tenue d'élections législatives démocratiques au Togo, en Guinée-Bissau et au Bénin. Cependant, la question sécuritaire dans la région ouest-africaine devient désormais la préoccupation majeure pour la CEDEAO. Nous avons tous suivi les incidents récurrents de confrontations intercommunautaires, de confrontations entre les éleveurs et les agriculteurs, d'attaques de terroristes quasiment dans tous nos pays. Ces menaces, nous en convenons tous, ont des conséquences sur la coexistence pacifique entre nos communautés et également sur le moyen de subsistance. Ces troubles minent également nos efforts
visant à la réalisation d'une intégration régionale pleine. En conséquence, il est nécessaire que tous ensemble, nous agissions pour mettre fin à ce menace-là dans l'intérêt de la stabilité régionale et du bien-être de nos populations. Le poids du financement de la lutte contre cette insécurité sur les budgets des États membres a atteint des niveaux qui compromettent les équilibres financiers nationaux et le financement du développement économique et social. Compte tenu de la nature transfrontalière du phénomène et de son impact négatif sur les États membres et la communauté dans son ensemble, la réponse régionale que nous devons lui apporter a aussi besoin de tous nos partenaires de la communauté internationale. Hormis la question sécuritaire, le 55e sommet des chefs d'État s'est penché sur la situation en Guinée-Bissau, où le mandat de l'actuel chef de l'État est arrivé à expiration au cours de ce mois de juin 2019. Le sommet a aussi examiné les modalités de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Après un huis clos des chefs d'État qui a duré de longues heures, les décisions du sommet concernant la lutte contre l'insécurité grandissante dans la région ouest-africaine. La sécurité est un enjeu majeur pour l'ensemble des pays de la CEDEAO en raison de la recrudescence des attaques terroristes, des conflits communautaires. Les chefs d'État ont décidé de conjuguer leurs efforts pour éradiquer ce fléau qu'est le terrorisme et qui est l'une des entraves essentielles au développement de nos différents pays. Et à ce propos d'ailleurs, un sommet extraordinaire se tiendra dans les prochains mois au Burkina Faso. Concernant également les modalités de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. L'engagement politique a été pris de mettre en place cette monnaie unique qui s'appellera l'ECO. Et la démarche qui a été choisie, c'est une démarche graduelle. C'est-à-dire que les pays qui auront respecté les convergences au plan économique pourront adhérer et les autres viendront après. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait pour la création de la monnaie unique en Europe qui s'appelle l'euro. La fin des travaux du sommet a vu la passation de charges entre le président sortant Muhammadu Buhari du Nigeria et son successeur, le président Mahamadou Issoufou du Niger, à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le prochain sommet des chefs d'État se tiendra le 21 décembre 2019 à Abuja. À Abidjan, le gouvernement joint l'acte à la parole. Les populations de Bassewa, dans la sous-préfecture de Guibérois, auront bientôt leur pont métallique. L'ouvrage est dans sa phase de finition. C'était une promesse faite en juillet dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Par ailleurs, près de 800 km de voies sont en cours de réhabilitation dans la région. L'AGEROUTE et les responsables du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier sont en visite du terrain. Lansene Bakayoko. Les travaux de réalisation du pont de Bassewa, lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sont presque achevés. La fin des souffrances des usagers de la route Guibérois-Galibré, de sous-préfecture de la région du Go, chef-lieu Gagnoa. Dans l'arrière-pays où vraiment les planteurs sont de gros producteurs de café-cacao. Et donc je pense que ce pont en construction, il reste certainement les remblais d'accès. Sinon aujourd'hui, en tout cas, les travaux se poursuivent et je pense que dans un proche avenir, nous pourrons vraiment être soulagés. La traversée de l'ancien pont en bois a souvent provoqué des drames humains. Beaucoup de fois, ils ont eu des problèmes. Il y a des camions qui sont venus ici, qu'on a poussés. Même pour qu'on transporte nos cacao, c'était dur. Il y a un apprenti qui est venu nager ici, qui est resté dans l'eau. Aujourd'hui, on voit qu'il y a au moins une amélioration. Vraiment, je suis très très content. Avec ce pont de Bassewa, une nouvelle niche de développement s'ouvre pour la région. L'épilogue d'une si longue attente. Le pont est construit à 57. Le pont maintenant c'est gâté. C'est hier, on a eu la chance d'avoir un nouveau pont. Malgré nous, on marche à pied avec nos produits. Quand c'est coupé là, on garde là-bas. C'est monté pour avoir un village. Par la chance, Dieu nous a accordé ce nouveau pont-là. Donc nous sommes fiers de ce pont. Même si ce pont métallique est le plus visible des projets réalisés dans la région du Go,
Le gouvernement a pu effectuer également plusieurs autres ouvrages, notamment les nouvelles routes dans la sous-préfecture de Niagodounoua. Aujourd'hui, notre village est devenu un carrefour. C'est ce qui nous manquait auparavant. Nous avions des difficultés pour relier une sous-préfecture, soit celle de Lakota, soit celle de Niagodounoua, qui est notre chef-lieu de sous-préfecture, soit notre département qui est Gagnoua. On était coupé de tout. C'est là notre plus grande satisfaction. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le maître d'ouvrage, est satisfait de l'évolution des chantiers. On a prévu faire 900 km de reprofilage de pistes. Et sur les 900 km, on a fait 870 km. Ça nous fait 91% des travaux déjà exécutés dans le cadre du PR ici, dans le Go. Et il y a 87 passages de bus. Sur les 87 passages, on a pu mettre en place 72 passages. Les travaux déjà réalisés seront renforcés dans un nouveau programme que le gouvernement envisage de mettre en place avant 2020. Autre promesse du gouvernement qui se concrétise, l'électrification des zones rurales. Les populations bénéficient ainsi des retombées du PS-Gouv dans leur localité et des villages, des régions du Kabadougou ont été électrifiés. Vous allez le voir, le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, a procédé à la mise sous tension à Sianso Karoni, un village dans la sous-préfecture de Séguélon, région du Kabadougou. Abou Sanogo. Sianso Karoni, village situé dans la sous-préfecture de Séguélon, dans la région du Kabadougou, est désormais connecté au réseau national électrique. Une mise sous tension effectuée par le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, et qui intervient un mois après le lancement du programme de réhabilitation de plus de 600 pompes à motricité humaine dans la région. Les élus et cadres du Kabadougou ont à cette occasion traduit leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et au gouvernement pour les efforts consentis pour le développement de Séguélon. Pour l'émissaire du gouvernement, l'électrification du village Sianso Karoni est une opportunité pour la population de vivre heureuse et bien, tout en restant sur place. Ce qui est mis à leur disposition aujourd'hui, c'est une opportunité importante qui permet de changer complètement leur vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils sortent de l'obscurité pour être à la lumière. Ils rentrent de plein pied dans le modernisme. Pour la région du Kabadougou, il convient de noter que de 2012 à 2018, 139 villages ont été électrifiés sur un total de 166 villages. En 2019 et 2020, 18 autres villages seront électrifiés, portant le nombre de villages à 157 au total. Les 9 autres en bénéficieront en 2021. Le volet électricité du programme social du gouvernement vise à permettre aux populations à faible revenu des localités électrifiées d'obtenir un branchement et abonnement contre le paiement initial de 1000 francs CFA. Le paiement du solde est échelonné sur les factures d'électricité sur une période de 10 ans. Le PS-Gouv profite aussi aux populations de San Pedro. 4000 foyers dans la commune sont désormais connectés au réseau électrique avec 1000 francs CFA. Ils bénéficient chacun d'un compteur électrique, nous rapporte Sam Kona. Ils ont posé mon compteur. Voilà ma carte. Personne ne peut me voler encore. J'ai payé 1000 francs. 1000 francs seulement. Je suis très content. Je remercie le gouvernement. Ce qu'il a dit, c'est fait. Voici mon compteur. C'est pour moi-même. Quand j'ai mis 1000 francs, ça fait une semaine, je suis content. Ces différents témoignages des habitants du Grand Bardo démontrent combien de fois le gouvernement avait juste en lançant le programme social volet électricité. Les populations des différents quartiers précaires de San Pedro éprouvaient d'énormes difficultés pour avoir accès à l'électricité. Mon compteur était à 2 km de chez moi. Et puis on avait 12 maisons à une seule compteur. Souvent ça baisse, souvent ça saute même, souvent on dort même sans courant. Tu payes 5 000, si tu n'as pas payé, je te dis tu n'es pas là, on va couper. Si tu as payé, on va brancher ton courant. Aujourd'hui, grâce au programme social du gouvernement, ces populations ont accès facilement à l'électricité. Nous voici aujourd'hui au quartier Bardo, pour la mise sous tension de 21 localités de la commune de San Pedro. C'est un véritable soulagement pour vous, car l'électricité va véritablement changer vos vies. C'est 1000 francs, ce n'est pas 1100 francs, ce n'est pas 1500, ce n'est pas 10 000.
C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à un meilleur usage de ce don du gouvernement. Le gouvernement offre par la même occasion des ampoules dites ampoules économiques à plusieurs ménages. Il a été demandé aux populations de se rendre à la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, pour tout abonnement et éviter les intermédiaires véreux. Et la Côte d'Ivoire, qui s'attelle au bien-être social des populations, s'active aussi au plan diplomatique. L'axe Bamako-Yamoussoukro se renforce. Le Premier ministre malien Boubou Sissi, à la tête d'une délégation, vient d'effectuer une visite de travail et d'amitié ici à Abidjan. Et parmi la délégation, le ministre malien de la Santé, Michel Sidibé, s'est rendu à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo pour s'imprégner du fonctionnement et de l'équipement de cet établissement récemment inauguré par le Premier ministre. Salimatou Dia pour le reportage. Inauguré récemment par le Premier ministre, l'hôpital général d'Abobo Nord reçoit le ministre malien de la Santé. Une visite guidée par son homologue ivoirien Eugène Akaole. Michel Sidibé s'est dit admiratif de l'hôpital réhabilité. J'étais impressionné, tous les services sont présents, la qualité du matériel qu'on trouve ici est pratiquement l'équivalent que j'aurais trouvé dans n'importe quel hôpital d'un pays développé. Ça prouve que le président voudrait vraiment faire de l'accès universel aux soins une réalité pour tous. Cet hôpital, c'est la démonstration de ce que le président Alassane Ouattara, comme il a dit, est véritablement engagé dans la mise à disposition des Ivoiriens des soins de santé de qualité. Ce qui a été fait à Bobo sera fait sur toute l'étendue du territoire. Cette visite guidée intervient dans le cadre d'une mission de travail et d'amitié de 48 heures conduite depuis ce mercredi par le Premier ministre malien Boubou Sissi. Je vous invite à présent à faire un tour à la 16e édition des JICOM, les journées du communicateur de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, Polytechnique d'Abidjan. Ces journées se sont déroulées hier, vendredi, au sein de l'établissement. Les étudiants en fin de cycle des nouveaux Master 2 et licence 3 ont fait montre de leur savoir-faire au public. Le ministre Sidi Touré et le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou, leur a apporté leur soutien. Théodore Zouzou, Moussa Konati. Coupure de ruban, Amadou Soumaourou, président de l'Assemblée nationale, et le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, inaugurent les studios radio, télé et autres installations de l'ISTC Polytechnique. Plus d'1 milliard de francs CFA investis par l'État ivoirien et ses partenaires pour l'acquisition de cet équipement audiovisuel de dernière génération. Objectif, permettre à l'École des métiers de la communication de renforcer la qualité de la formation. Aujourd'hui, ISTC a un équipement qui permet d'opérationnaliser les formations théoriques faites en classe par les étudiants. Et c'est un élément d'appréciation très fort. Puis ceci est de bon augure par rapport à l'avenir et surtout pour la qualité de la formation que nous attendons de cet établissement pour les ressources humaines dont nous aurons besoin dans le cadre de la libéralisation de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. L'ISTC Polytechnique célèbre cette année la 16e édition des journées scientifiques. Après 3 mois de pratique professionnelle, les étudiants en fin de cycle présentent leur savoir-faire. Nous voulons montrer aux gens de l'extérieur que l'ISTC Polytechnique est une école de renom et elle forme des communicateurs de demain. Nous pouvons faire beaucoup de choses en entreprise. C'est vraiment un excellent travail qui se fait ici. Et j'ai été particulièrement marqué par les étudiants de la télécommunication. La TNT va avoir besoin de ressources humaines pour toutes les chaînes de télé qui vont se mettre en place. Donc l'ISTC aujourd'hui se met au cœur du dispositif de formation dans l'audiovisuel et la communication en Côte d'Ivoire. Et nous en sommes très fiers. Patron de ces journées scientifiques, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaourou, décide d'apporter sa contribution à l'encadrement des étudiants. Au nom de l'Assemblée nationale, nous prendrons en charge la formation de 20 étudiants chaque année. Créé en juin 1992, l'ISTC est devenu Institut Polytechnique en 2015. L'établissement comprend 5 écoles et forme plus de 900 étudiants dans les domaines de l'audiovisuel, de la télécommunication, du journalisme et des arts et images numériques.
En plus de produire de l'électricité, la centrale thermique d'Azito, située à Yopougon, fait du social. La structure vient d'offrir aux populations de cette commune une école constituée d'un bâtiment de 6 classes de type R+1. La direction de la centrale thermique d'Azito décide ainsi d'accompagner la politique sociale du gouvernement en facilitant l'accès à l'éducation pour tous. L'école a été inaugurée par la ministre Kandia Camara. Godfrey Kambawa. Sincèrement, je suis heureuse du don qu'a fait notre mère, Madame le ministre Kandia. Une joie partagée par l'ensemble des apprenants et enseignants du groupe scolaire public d'Azito dans la commune de Yopougon. Aujourd'hui, plus question d'effectifs pléthoriques dans les salles de classe de cet établissement scolaire. Les responsables de la centrale d'Azito spécialisée dans la production d'électricité viennent de doter ce groupe scolaire d'un bâtiment de 6 classes en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Un geste de portée sociale qui, selon les responsables de l'entreprise, vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous. L'éducation constitue un droit fondamental et indispensable au développement intégral de l'homme, de la société tout entière et nécessaire au bien-être de tous et de chacun. Tous les enfants, filles et garçons, de façon équitable, ont droit à une éducation de base de qualité. Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette initiative est un appel à toute entreprise citoyenne, faire de l'éducation une priorité pour la formation de l'élite de demain. Les 2 écoles du groupe scolaire Azito ont aujourd'hui un effectif cumulé de plus de 1000 élèves pour une capacité d'accueil initiale de 600 élèves. Il y avait donc un besoin criant qui entravait sérieusement les conditions et la qualité de l'enseignement. L'expression de ma gratitude parce que votre entreprise est pour nous un partenaire fidèle et discret dont l'appui constant est un atout sûr pour l'extension de l'offre éducative dans le sous-quartier d'Azito, dans la commune de Yopougon, je dirais tout simplement partout en Côte d'Ivoire. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, le groupe scolaire public d'Azito a enregistré 96% d'écoliers admis à l'entrée en 6e et au certificat d'études primaires. Le bien-être des enfants était aussi au cœur des échanges à l'Assemblée nationale. L'ONG internationale Save the Children a dévoilé les résultats d'une étude aux députés. Il en ressort que 11 000 enfants et jeunes traversent les frontières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. L'ONG propose donc que les États concernés mettent en place une politique commune de déplacement et demande une forte implication des parlementaires pour résoudre ce problème. Kolo Koulibaly. Une séance d'information et d'échange avec les députés. Save the Children présente un rapport sur le flux migratoire des enfants et des jeunes qui traversent les frontières maliennes, burkinabé et ivoiriennes. Ce flux est évalué à 11 000 personnes. L'organisation internationale demande le soutien des députés afin d'inciter les États concernés à initier des politiques communes de déplacement. Les centres sociaux qui sont à ces différentes frontières, avoir les moyens de prendre en charge les cas de vulnérabilité de ces enfants qui sont en mouvement. Par exemple, nos données ont montré que l'éducation était l'une des raisons majeures qui faisait que les enfants bougeaient. Donc, ça pourrait aider les États à prendre des mesures en matière d'éducation pour leurs enfants et donc à freiner ces mouvements ou alors à les encadrer et à les protéger. Les données présentées ont fait l'objet de longs échanges avec les députés présents sur cette mobilité des enfants. Une étude menée par Save the Children entre octobre 2018 et mai 2019. Ensemble, nous allons faire des propositions pour que ces enfants soient protégés. Également, trouver vraiment un cadre d'encadrement pour ces enfants-là. Si les fondamentaux de l'éducation sont renforcés dans les 3 pays qui sont concernés par l'étude, mais ce sera déjà un grand frein au flux migratoire. Parce que l'étude a montré que plus les enfants vont à l'école, moins ils se déplacent. L'organisation internationale Save the Children entend également promouvoir ce rapport auprès des autres parlements du Mali et du Burkina Faso, afin que les gouvernants adressent au mieux la question.
Une nouvelle qui réjouit les commerçants en Côte d'Ivoire. Le secteur se modernise. Les commerçants auront désormais les cartes professionnelles. Le processus d'acquisition a été lancé dans la commune de Yopougon. Et cette carte qui confère aux commerçants un statut lui offrira des avantages tels que la facilitation de l'accès au crédit et la couverture des risques liés à l'activité commerciale. Nadia Ega, Noël Nyanyo pour les explications. Je suis venu pour prendre ma carte commerçant. Tout le monde n'a qu'à prendre ça, c'est bon. Ça y est, tout commerçant sur le territoire national peut désormais avoir sa carte de commerçant. Comme il dit Aliou, c'est avec enthousiasme et espoir que les concernés de la commune de Yopougon se sont enregistrés pour cette carte professionnelle. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que vraiment on attendait ce jour-là. Là, on sait qu'on est important. On dit que tu es professionnel par rapport à quelque chose, c'est qu'on te donne beaucoup de considération. Moi, je pense que c'est un autre avantage par rapport au dédouanement, par rapport aux prêts. L'initiative de cette carte émane d'une volonté conjointe du gouvernement et des commerçants d'arriver à une meilleure organisation du secteur. Il y aura déjà une base de données fiable pour lancer les projets en direction des commerçants. Quand vous n'avez pas de statut, il est difficile pour l'État de Côte d'Ivoire de vous prendre en compte dans l'exécution des programmes gouvernementaux. Et cette carte-là va leur permettre d'avoir la mutuelle de commerçants, accès à des facilités au niveau bancaire. Ça va permettre pour les grands commerçants d'effectuer plus facilement les voyages. Cette carte est la bienvenue, mais c'est les avantages qui doivent être bien étudiés. Parce que quand tu dis à quelqu'un, prends cette carte, tu auras ça, et qu'après la personne prend la carte, il n'a pas, c'est pas joli. Parce que nous n'oublions pas, pendant 20 ans, nous n'allons pas oublier, puisque l'argent qu'on va donner là, est comme ça. 2 étapes pour l'acquisition de la carte. D'abord l'enregistrement auprès des agents recenseurs, puis le paiement en ligne des frais. Les coûts varient entre 10 500 francs et 75 000 francs CFA selon l'activité du commerçant. La carte professionnelle est renouvelable tous les 2 ans. Elle a été instaurée par décret depuis 1997 et est aujourd'hui effective. Il s'est tenu cette semaine la célébration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. C'était en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Ly Ramata. Le représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Boubacar Campo, a plaidé pour que les droits de chaque enfant soient davantage protégés. On en sait plus avec Salima Toudia. En franchissant cette ligne, ces enfants confirment si oui ou non leurs droits à l'éducation, aux services de santé adéquats ou encore à la parole sont respectés. Les réponses sont mitigées dans cet exercice pratique. Il intervient lors de la célébration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. Tant qu'il y aura des enfants qui subissent encore des violences, tant qu'il y aura des enfants qui ne puissent pas manger à leur faim chaque jour, cette convention restera le fondement de la philosophie et du mandat de l'UNICEF. Que nous voulons marquer ce 30e anniversaire en jubilant tous les progrès qui ont été faits, mais aussi à redonner confiance et espoir pour le travail qui reste à faire encore pour que chaque enfant puisse bénéficier de tous ses droits dans toute leur plénitude. Représentant le gouvernement, la ministre de tutelle s'est à nouveau engagée à améliorer les conditions de vie des enfants à travers le programme social afin de relever les défis. La Côte d'Ivoire a mis en place le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. La Côte d'Ivoire a rendu l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Et la Côte d'Ivoire a mis en place aussi pour le préscolaire, en train de développer des centres de protection de la petite enfance. Le gouvernement est là avec les partenaires comme l'UNICEF pour vous protéger et pour veiller à ce que vous puissiez vous épanouir, pour devenir les adultes de demain. Les jeunes ont partagé leurs connaissances sur la Convention des droits de l'enfant et ont assisté à la signature symbolique de ce traité international adopté en 1986 pour leur protection. Et nous sommes samedi, c'est l'heure de Palais Culture dans cette édition.
Là, comme solution de socialisation des enfants de la rue, notre invitée de la page culture nous en donnera une idée. Elle vient d'être nommée, je rappelle, ambassadrice de l'UNICEF pour la cause des enfants. Vous avez vu, l'UNICEF mène le même combat que vous. Oui, c'est la raison pour laquelle ils m'ont associé aussi à ce projet. Ils ont tenu à ce que je sois ambassadrice de l'UNICEF pour les guerre, comme on le dit dans notre langage, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, aider ces enfants, surtout les enfants vulnérables, les enfants de la rue et les jeunes filles aussi de la rue. Donc voilà, c'est pourquoi ils ont tenu à ce qu'on se mette ensemble pour vraiment mener la lutte ensemble. Voilà. Alors, vous êtes artiste, rappeur, je rappelle aux téléspectateurs, vous totalisez 17 années de carrière, vous avez 2 albums à votre actif, un 3e est en préparation et vous êtes toujours engagé auprès des enfants de la rue. Depuis combien d'années maintenant, Nash? Et pourquoi vous l'avez dit, vous avez décidé d'écumer les rues, d'écumer les ghettos? Depuis mon enfance, disons, parce que j'ai grandi dans un quartier défavorisé. Voilà, j'ai commencé ma carrière à Mans, à Dulabougou, Salbert, Texas. Donc, étant avec les garçons, voilà, avec les jeunes aussi de ghetto, voilà, j'ai vu un peu la souffrance d'un enfant qui est dans la rue, qui est peut-être laissé pour compte. Donc, il fallait aussi aujourd'hui, en tant qu'artiste, aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de parler de ça, de m'exprimer. Donc, voilà, c'est un combat que je mène depuis, qui me tient vraiment à cœur. Voilà, parce que je me dis, voilà, c'est notre rôle en tant qu'artiste, en tant que modèle, en tant que porte-voix de ces personnes, de ces quartiers défavorisés, de ces enfants qui n'ont pas cette opportunité, il fallait que je fasse. Et puis le langage que j'utilise aussi, voilà, c'est ce langage de ces personnes-là. C'est un atout pour vous. Vous allez nous dire comment est-ce que vous parvenez donc à retirer ces enfants de la rue ou du ghetto. Nash, la go cracra du Gassa, au secours donc des enfants de la rue et des jeunes filles. Il y a aussi les jeunes filles victimes d'exploitation. L'UNICEF a donc été suivi par votre action. On va regarder ensemble ce reportage de Issa Chonayeo et on en reparle par la suite. Venir en aide aux enfants de la rue à travers l'art, notamment le hip-hop. L'artiste rappeuse Nash, ambassadrice nationale de l'UNICEF, a fait sienne cette préoccupation. À travers son art et sa musique, elle a permis la resocialisation de 76 enfants de la rue, des enfants qui ont regagné leurs familles respectives. Pour Nash, l'homme est au centre de toutes ces actions. Ayant bénéficié elle-même d'une main tendue pour pratiquer l'art de son cœur, elle n'a pas hésité à en faire autant pour d'autres jeunes ivoiriens. À travers son festival hip-hop Enjaillement, elle offre la possibilité à de nombreux jeunes d'exprimer leur talent et de se faire une place au niveau du showbiz en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'expression scénique, elle permet, à travers le concours hip-hop, de déceler des talents et de leur permettre de bénéficier d'une production musicale. Toutes choses qui concourent à offrir des possibilités à une jeunesse de vivre sa passion et de se trouver une place dans le tissu social. Avant tout, dites-nous, vous qui êtes habitué à ces enfants de la rue, à ces jeunes filles victimes d'exploitation, à quelle réalité sont soumis ces enfants et ces filles dans la rue? Ouais, ces enfants dorment dans la rue, ils n'ont pas d'endroit où loger, dorment sur les tables. Ils n'ont pas de quoi manger, ils sont exposés à des agressions, disons, agressions sexuelles comme au danger. Voilà, les gens souvent les rejettent quand ils approchent ces personnes, mais beaucoup ont quitté leur famille, voilà, parce que au sein des familles, il y avait des comportements qui ne les arrangeaient pas. Voilà. On les soumettait à des travaux difficiles et à certains qui étaient utilisés à des fins mystiques, tout ça, beaucoup de choses parce qu'ils ont eu l'occasion de se confier à moi. Donc, il y a beaucoup de problèmes auxquels ils font face et qu'ils ont réussi quand même à m'expliquer. Voilà, il y a eu un climat de confiance entre eux et moi. Donc, un lien qui s'est noué entre vous. Alors, votre style qui allie hip-hop et sonorité ivoirienne dans le langage Nouchi, vous l'avez dit, c'est un atout pour vous dans ce contact avec ces enfants de la rue. Comment est-ce que c'est un atout? Dites-nous. Parce que tous ces enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc moi, j'utilise ce langage, j'arrive à m'exprimer, à comprendre ce qu'ils disent, à expliquer aussi, disons, aux babatiers, aux autorités, aux personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu. Donc c'est un atout pour moi, ça me permet d'être en contact avec eux, de communiquer, d'échanger. Voilà, ils me comprennent facilement, ils se retrouvent en moi. Et voilà, c'est vraiment un grand atout. Et puis pour moi, je pense que c'est un langage qu'on gagnera à promouvoir. Le Nouchi, vous voulez dire? Oui, le Nouchi. Alors vous avez décidé, vous l'avez dit, de mettre votre voix, votre talent au service de ces enfants vulnérables. Expliquez-nous concrètement comment est-il possible de faire revivre un enfant désespéré, une jeune fille désespérée par l'enfant qui est désespéré, qui a faim.
comment est-ce qu'il peut revivre par là? D'abord, il y a beaucoup de talents dans la rue. Voilà, ces enfants qui sont dans la rue ont beaucoup de talents. Et aujourd'hui, quand ils voient Nash, c'est un modèle pour eux. Ils ont envie d'être aussi comme Nash, ils ont envie aussi de réussir. Donc, étant dans la rue, quand nous on les approche, par exemple, on organise un concours de rap, comme ce qu'on est en train de faire dans le festival Hip Hop Enjaillement. Et ces jeunes arrivent, on va vers ces jeunes parce que c'est pas... Ils sont réceptifs? Oui, ils sont réceptifs. Le fait déjà de voir l'artiste Nash, de voir des artistes, de voir des personnes venir vers eux déjà, ça les touche parce qu'ils ont pour habitude d'être rejetés. Donc déjà, ils voient qu'on vient vers eux, on leur dit, écoute, voici une opportunité où vous allez vous exprimer. Il y a des enfants qui jouent à la batterie, qui tapent sur des boîtes. Il y a des enfants qui savent danser. Donc l'art dans son entièreté est vraiment ancré dans leur vie. Voilà. Donc nous, quand on vient vers eux, puis on leur tend cette pêche, automatiquement ils la saisissent et puis ils sont contents. Ils se disent que voilà, un jour on peut avoir de l'espoir. Comme le jeune que vous avez à l'écran tout à l'heure, qui vit dans des conditions vraiment délabrées, qui vit dans une maison où quand il pleut, l'eau rentre chez lui. Aujourd'hui, par le concours de rap, il revit et il a de l'espoir. Aujourd'hui, il est le vainqueur du concours de rap, il vient de Dalois. Et ça, pour nous, c'est une grande chance. Alors, dites-nous, vous l'avez dit, ils sont réceptifs, donc ils sont concernés par ce que vous faites. Mais combien aujourd'hui ont réussi à s'intégrer grâce à ce festival Enjaillement que vous organisez? D'abord avec l'action avec UNICEF et puis avec le festival Hip Hop Enjaillement. Il y a 4 qu'on a pu faire rentrer au centre Amigo Doumé à Yopougon, qui sont les week-ends chez moi en famille. Ils sont devenus comme mes frères, mes petits frères, mes enfants, avec mon père, tout ça. Il y a un qui avait un CAP en hôtellerie et qui est aujourd'hui, qui travaille à un stage de 3 mois à UNICEF aujourd'hui et qui n'est plus dans la rue. Et puis voilà, beaucoup d'autres personnes, des jeunes filles qui dorment au complexe d'Adjamé, qu'on a fait venir lors du festival. Et il y a l'association des Ivoiriennes qui sont mariées aux Sénégalais qui ont fait des dons. Donc aujourd'hui, ces filles-là savent qu'il y a des gens qui pensent à eux. Il y a les sœurs comme Nash, il y a UNICEF, il y a beaucoup de personnes autour qui, grâce à l'Union européenne, ce festival a eu lieu, qui sont aujourd'hui à l'aise, qui sont heureux, voilà, qui savent qu'à chaque fois, on vient vers eux, voilà, on leur parle. Il y a des enfants qui sont retenus aussi en famille. Voilà, parmi tous ces enfants qu'on essaie d'aider. Ouais. Alors, comment est-ce qu'il faut voir l'appui de l'UNICEF avec Nash pour aider ces enfants? Financièrement ou bien c'est juste honorifique? Sur tous les plans, financièrement, c'est pas, l'argent ne revient pas à Nash, l'argent est utilisé pour des actions pour ces enfants de la rue. Donc l'UNICEF essaie de faire vraiment dans la resocialisation, d'aider vraiment ces enfants à revivre à travers l'artiste que je suis, parce que la musique que je fais, il y a le message que je passe pour ces enfants. Donc je vais dire, c'est un soutien pour l'activité que je mène pour que ces enfants puissent vraiment avoir sorti de la rue et avoir un endroit où ils seront vraiment logés et puis avoir disons, réaliser le rêve. Vivre un jour, voilà. Alors, vous êtes la première artiste ivoirienne à être nommée ambassadrice nationale de l'UNICEF. Et Dr Aboubakar Campo, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez, il a dit, il vous considère comme un modèle positif pour les jeunes. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Nash, une artiste talentueuse et un modèle positif pour les jeunes. Dites-nous, que fera Nash pour maintenir donc ce cap? On va continuer de barrer, comme on le dit, on continue de travailler, on va continuer de passer nos messages, de lutter pour que ces enfants sortent de la rue. Ce n'est pas forcément que les enfants de la rue, ces enfants qui sont en difficulté, pour lutter, pour protéger les droits de ces enfants, pour qu'ils aient accès à une éducation normale, une éducation potable, comme tout bon enfant, accès à l'eau, à tout ce qu'il faut pour que vraiment, chaque enfant ait tous les droits comme les autres enfants. Voilà. Est-ce que Nash va prendre son micro pour écumer tous les ghettos? Bien sûr, je le fais déjà à travers mes chansons. Et puis, comme je dis, cette mission-là, je l'ai depuis de mon église Mission Repos, où je suis responsable du social. Donc, je vais continuer ce que j'ai commencé. Je vais aller encore plus loin à travers mon festival, à travers tout ce qui concerne ma vie, parce que j'ai un rôle à jouer sur cette terre et je sais qu'un jour, je partirai. Et on dira aussi, il y a une œuvre qui est là, que les gens continueront pour aider ces enfants-là. Un mot donc à l'endroit de tous ces enfants qui souffrent dans la rue, tout comme ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la rue. Il y a des enfants qui souffrent en famille, qui vivent un certain calvaire dans des foyers. Un mot à l'endroit de tous ces enfants qui vous regardent. À tous un gars de l'aller, à tous ces enfants, gardez espoir, dites-vous qu'il y a de l'espoir, dites-vous qu'il y a des gens qui pensent à vous, qui vous aiment. Et voilà, ça ne sert à rien de passer par des mauvaises actions, d'être dans des choses qui ne vont pas vous arranger. Voilà, nous sommes artistes, nous sommes vos modèles. Regardez ce que nous faisons de bien
pour que vous puissiez aussi vous en sortir dans la vie, parce qu'il y a de l'espoir pour chacun. Toute personne aussi a droit à une seconde chance dans la vie. Donc, à tous les enfants de Côte d'Ivoire, on vous aime, on est avec vous, on se battra pour que votre cause soit respectée, pour que vos droits soient respectés. Aux parents, un enfant, ça se protège, un enfant, ça s'écoute, un enfant, il faut être vraiment à ses soins, il faut prendre soin d'un enfant, parce qu'avoir un enfant, c'est une bénédiction. Donc, c'est ce que je tenais à dire, que Dieu nous bénisse, et puis merci, surtout à la RT pour cette grande opportunité qu'on me donne. Vous êtes ambassadrice de l'UNICEF, mais vous êtes aussi ambassadrice du Nushi. Bien sûr. Alors, donc, vous l'avez dit, vous avez un langage commun à vous, et un langage que comprennent évidemment ces enfants de la rue. Alors, je me souviens, après votre nomination en tant qu'ambassadrice, je ne sais pas, vous avez dit, ma science pour les Gopio, c'est de comment Fafa. Je vous laisse le son terminer parce que là, je ne vais pas m'en sortir. Ouais, bon, j'ai dit beaucoup de choses. Ma science, c'est de comment Fafa avec le Gopier prendra de leurs ménagements pour les sutras, pour voir un peu comment on peut les bogner, pour les sortir de tous les ménagements, pour les sutrali, parce que c'est ce qui est important. Et en guerre, ça se sutra, ça te bognatise. Et donc, pour traduire, parce que les téléspectateurs qui vous regardent en fait, ne comprendront pas forcément ce que vous venez de dire. C'est que ma mission, c'est d'être proche de ces enfants, les écouter, comprendre leurs préoccupations, leurs difficultés et les soumettre, comme on dit, aux autorités, aux personnes habilitées à les aider, habilitées vraiment à se pencher sur les cas, afin qu'ils aient un avenir meilleur et qu'ils sachent qu'il y a de l'espoir pour eux. Nash, c'est vrai, défendre la cause des enfants. Vous savez, l'actualité, c'est aussi les enfants en conflit avec la loi. Monsieur. Vous êtes aujourd'hui cette ambassadrice de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Comment faire pour justement freiner, solutionner cette situation? Comme je dis, il faut approcher ces enfants. Il faut parler avec eux, il faut échanger avec eux, savoir les préoccupations, leurs motivations, pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi ils font ça. Et je pense que moi, je suis prête à travailler dans ce sens avec les personnes qui me solliciteront. Et voilà, d'où mon travail avec UNICEF. Et je lui ai dit, un enfant, ça s'écoute. Et voilà, ça se protège. Donc, allez vers eux, parler avec eux, échanger et on pourra trouver des solutions ensemble. Et vous, votre secret, vous pensez que l'art, c'est la magie? L'art, ça fait partie du patrimoine de notre pays. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il ne faut pas voir l'art comme la plaisanterie, comme la distraction, mais il faut voir l'art comme quelque chose qui peut participer au développement du pays. Donc l'art, c'est vraiment quelque chose de divin. Voilà. Moi, je pense qu'il faut, autant on respecte les autres domaines, il faut respecter l'art, parce qu'à partir de l'art, on peut apporter un grand changement dans le pays, dans le développement de notre nation. Beaucoup aujourd'hui voudraient savoir, dans ce studio comme ailleurs, Nash et le Nushi, c'est la dernière question. Définitivement, c'est la dernière question. Comment est né ce mariage en fait? Nash a aimé le Nushi, Nash a voulu parler le Nushi, Nash a voulu avoir une identité, a voulu montrer qu'elle est originale. Et j'ai connu le Nushi à Niangon, au quartier Niangon Nord, parce que j'étais à Mans, j'avais le comportement zigué. Mais une fois arrivé à Abidjan, j'ai connu le Nushi et le Coro Boni RS, les pionniers de ce mouvement, m'a fait aimer la chose, a permis de développer ce langage à moi. Aujourd'hui, Nash sans Nushi, c'est un goï. Et Nash a réussi à s'intégrer dans la vie, comme quoi le Nushi, ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont dérouté. Non, ce n'est pas pour les personnes qui ont dérouté, surtout que si les Européens, les grattans, ou même comme on le dit, on fait les mots en jaillement dans le dictionnaire, ça veut dire que le Nushi est promoteur, c'est un langage à vraiment prendre au sérieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Nash Lago Krakra de Gassa. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous partager ce combat que vous menez pour la défense des droits des enfants. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oublions pas, les enfants sont des trésors. C'est l'avenir d'une nation. Nous avons tous le devoir de les protéger et de les entourer d'affection. Très belle soirée. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous à la même heure, demain dimanche, pour un autre journal.